Let's go, let's get it. Dominique de Villepin. Olé, merci pour le sub, Bob l'éponge. Dominique de Villepin, monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, monsieur le Premier ministre, une voix qui marque dans le débat des deux guerres qui s'accélèrent. Putain, tellement rien à foutre de l'Eurovision. Mais non, mais c'est pas l'Eurovision qui nous intéresse en lui-même. C'est plutôt les polémiques derrière, les gars. Quand ça concerne Israël, vous savez qu'il y aura de la joute verbale, le bal des hypocrites, etc. On s'en fout de la musique. Ah, vous aussi, vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Hein. Ce soir, sous nos Salut yeux, le Moons. les événements d'Ukraine, d'abord avec une aggravation des événements à la frontière entre Kharkiv et Belgorod. Gravité des événements, on se bat dans une très grande intensité des deux côtés de la frontière, deux villes importantes, Kharkiv, côté ukrainien, toute la frontière. J'abuse un petit peu de la musique. Hein. Alors, ok. Autre front, les événements de Gaza. L'armée israélienne a lancé des bombardements sur Gaza après avoir élargi l'ordre d'évacuation de Rafah. 300 000 personnes ont déjà évacué. L'événement divise violemment l'opinion mondiale. On l'a vu encore à l'Eurovision ces dernières heures. Premier regard, monsieur le Premier ministre, sur le mode opératoire d'Israël à Rafah. Comme vous le soulignez, la cristallisation contre la politique israélienne se fait d'abord sur la conduite de la guerre. Les mises en garde se sont multipliées au cours des dernières semaines sur le risque qu'il y aurait à intervenir directement à Rafah, de la part des Européens, de la part des Américains, de la part de tous les pays. Pourquoi ? Ça nous intéresse ce qui se passe en Ukraine, il n'y a pas que la Palestine de Fla. Mais moi aussi je suis intéressé par ce qui se passe en Ukraine, je pense pas que je vais skip. J'ai juste skip la partie élection européenne, les mecs. Franchement, le regard de l'élection européenne à travers les yeux de Dominique de Villepin, je m'en fous un petit peu, hein, je vais pas vous mentir. Hein. À Rafah, plus d'1 200 000 personnes qui sont entassées là dans des conditions innommables. Ces populations ont dû commencer à partir. 300 000 sont déjà partis et il y a des appels aujourd'hui par Israël à un départ des populations qui sont dans le centre de Rafah. Tout ceci dans un contexte humanitaire absolument déplorable, parce que la situation n'a cessé de se dégrader dans les dernières semaines, avec quasiment plus aucun camion qui a la possibilité aujourd'hui... D'ailleurs, les gars, par rapport au camion, j'ai vu une vidéo qui circulait aujourd'hui où il y avait des colons israéliens qui ont détruit les camions, il y avait pas mal de bouteilles d'eau, pas mal de denrées alimentaires. Ils ont récupéré les cartons, ils ont tout jeté par terre. Ils ont tout jeté par terre, les mecs. Vraiment, j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Une horreur. Franchement, une horreur d'avoir récupéré toute cette bouffe. En plus, c'est même pas la récupérer pour eux. En quelque sorte, la voler. La détruire carrément. La détruire. Ouais, ils ont éventré des sacs de riz. Le riz tombé par terre et tout. J'étais en mode, mais c'est des fils de pute, gros. C'est pas possible. De passer dans les 3 terminaux. Celui de Rafah, bien sûr. Celui de Kerem Shalom. Et celui d'Eretz dans le nord. Et cette situation, à la fois humanitaire et l'entassement des réfugiés, crée une situation impossible. L'idée d'une intervention militaire dans ce contexte, alors, quelle intervention militaire ? On voit bien que Benjamin Netanyahou rêverait d'une intervention massive pour aller débusquer les derniers chefs du Hamas. Est-ce que ce seront plutôt des interventions ponctuelles, plus ciblées, qui permettront de limiter le nombre de morts et de blessés civils ? Aujourd'hui, il n'en reste pas moins que l'équation dans cette région du monde est absolument dramatique. Quelle est, monsieur le Premier ministre, la logique israélienne ? Joe Biden lui-même a mis en garde Israël de façon inédite. Il pourrait freiner la livraison de certaines armes en fonction de l'assaut sur Rafah. Comment est-ce que vous comprenez la logique d'Israël aujourd'hui, celle de monsieur Netanyahou ? C'est une logique jusqu'au-boutiste, qui est celle d'un gouvernement ultranationaliste aux abois. Ah oui. Salut De Flash, je suis nouveau. Vraiment, j'aime bien tes vidéos. Je te suis depuis le Sénégal. Je te souhaite bonne continuation. Merci, merci, Douada. Le bonjour au Sénégal Rec ou Sénégal Cake. Comment on dit déjà ? Je sais plus. Mais merci à mon ami sénégalais. Merci, merci. C'est la survie de Benjamin le frère Netanyahou. De Melchior et de la Papsan. survie de Benjamin Netanyahou passe par son bilan. Face à la catastrophe, au drame, à l'horreur du 7 octobre, il doit afficher des résultats. Il ne peut pas avoir en vain, pendant 7 mois, martyrisé le peuple palestinien
pour si peu. Aujourd'hui, les résultats sont maigres, même s'il y a un certain nombre de responsables qui ont été tués. Plus qu'un certain nombre. D'après eux, ce sont des milliers de militants du Hamas. Oui. Et ça, qu'il y ait beaucoup de morts civiles... Sur combien qu'il y ait quoi, 8, 10 000, 15 000 même, sur un nombre qui est de l'ordre de 30 000, peut-être 40 000, sachant que ce qu'a vécu Gaza tout au long des derniers mois n'a fait que nourrir encore plus la volonté de revanche. Est-ce que cela valait véritablement l'enjeu? Personne, pardon, monsieur le Premier ministre, personne ne nie les morts civiles. De Villepin, président, j'en rêve de flamme. Alors calmez-vous les gars, doucement. C'est un très bon diplomate, mais est-ce qu'il peut conduire une bonne politique en France? Je ne sais pas les mecs, hein. Ça reste quand même à... Doucement les gars, faut doser avec Dominique de Villepin, faut doser les gars, faut doser. Sur la conduite de la guerre, j'ai parlé de la catastrophe humanitaire, mais la conduite de la guerre montre clairement ce que j'ai dit sur ce plateau dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. J'ai vu, il y avait un truc aussi, le chiffre des morts a été revu à la baisse et l'ONU cesse de diffuser les chiffres du Hamas, t'as vu Dofla? J'ai vu l'information les mecs, mais moi je fais trop attention avec ce qui se passe parce que vous savez que c'est une guerre des images, c'est une guerre des chiffres, c'est beaucoup de propagande de la part d'Israël. Attention quand même, ok, supposons quand même, les gars, supposons qu'il y a moins de 30 000 morts, il y a au minimum plus de 20 000 morts quand même. Et ça, c'est presque une certitude. Donc attention quand même, les gars, c'est une guerre des chiffres. Évidemment que Israël essaie de redorer son blason, entre guillemets. L'ONU prend une certaine pression de la part des États-Unis, de la part des autres pays qui sont alliés d'Israël. Attention quand même, on a quand même plus de 10 000 morts minimum. Attention les mecs, attention. Ouais, je vais arrêter d'être matrixé parce que j'ai vu que l'ONU arrête d'utiliser les chiffres, et les journalistes aussi hein, américains, arrêtent d'utiliser les chiffres du Hamas. Ok, pas de problème, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de morts. Il y en a quand même beaucoup de morts, excusez-moi. C'est quand même déplorable ce qui se passe à Gaza, Palestine. Donc désolé, hein, c'est pas possible. Désolé. Trop tard, tout le monde sait. Non, trop tard, le monde sait concernant Israël. Bah oui. Là, Israël essaie de se racheter, entre guillemets, une certaine image. Mais là, c'est trop tard, ma gueule. C'est trop tard. Oh, mais ce que j'ai dit dans un certain nombre de télévision et de radio, c'est la disproportion. Aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il était possible de faire autrement. Et qu'il y a eu sans doute de façon délibérée... C'est-à-dire, s'il vous plaît, explicitez cela. Alors, en toute bonne foi, quand on dit possible de faire autrement, je vous pose ma question de cette façon-là. Nous connaissons... Mettons-nous à leur place. Bien sûr, mettons-nous à leur place. Si c'était la France, qui avait été attaquée de cette façon-là. 360 km² dans un milieu urbain, avec des souterrains, c'est un milieu... Je vois de feu que le haillon d'un camion s'est ouvert et il traîne dans la rue et ça fait un bruit de baiser, genre. Ça traîne comme ça. Wesh! Il a fait un accident, quoi. Épouvantablement difficile. Il y a eu d'autres situations, même peut-être pas aussi compliquées que celle-là dans le passé, qui ont été connues. Mais les Israéliens ont commencé dans une première phase par des bombardements massifs. Ils sont après entrés. Et aujourd'hui, ils opèrent de façon ciblée. Frappés par des algorithmes, c'est-à-dire par des calculs qui permettent de fixer un certain nombre de cibles, avec 20 morts civils pour peut-être une demi-cible connue. C'est des risques, honnêtement, qui aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que la guerre se fait en direct, ne sont pas soutenables devant une opinion publique. Est-ce que vous entendez l'Israël? Mais moi en plus, mais les gars, j'ai l'impression que la méthode israélienne, elle va être analysée dans les écoles militaires. Hein. La stratégie israélienne, est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle va être copiée par d'autres pays du monde dans les prochaines guerres à venir, dans les prochains enjeux géopolitiques? Je me demande vraiment si ça va être analysé, hein, parce que honnêtement, le délire de tuer un terroriste pour 20 civils, pardon, les gens, croyez-moi, les militaires, les grands gradés vont analyser tout ça de très près quand même. Hein. Israéliens, quand ils vous disent, pardon, messieurs les Occidentaux, vous avez fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, quand vous étiez en guerre, vous n'avez pas dit on va tuer quelques chefs, vous avez été dans une guerre complète. Il y a une différence majeure, c'est que ce qu'on pouvait peut-être faire, et que je ne soutiens pas en 1945, est odieux aujourd'hui. Vous pourriez me dire, oui. Mais ça a été fait aussi à Rafah. Et c'est en cela, et c'est pour cela que j'ai condamné l'ensemble de ces interventions militaires. Parce que la disproportion entre les coûts humains que nous infligeons,
les cibles, le choix des cibles est inacceptable aujourd'hui et provoque le désastre parce que ça provoque le chaos. Il faut savoir que... Waouh, les pavés, les mecs, les pavés, s'il vous plaît, wesh, chic. Voilà, contrairement à ce que de nombreux commentateurs affirment, cette modification dans la présentation du bilan n'implique pas une révision à la baisse du nombre de victimes estimées. Mais il est désormais précisé dans les communiqués de l'ONU que seule une partie des victimes, un peu moins de 25 000 sur 35 000, ont une identité totalement vérifiée. Ok, donc ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Au minimum, plus de 20 000 morts, quoi. Donc là, c'est revenu, enfin, c'est revu à 25 000. Et oui, évidemment. Par contre, le mec qui a lâché ça tout à l'heure, le chiffre des morts a été revu à la baisse, hein, propagande des deux côtés. Oui, cela reste un massacre quand même, mais ça dénonce aussi l'amplification que fait le Hamas des morts. L'amplification. Après, le Hamas, moi, ça me dérange pas que le Hamas, il amplifie le nombre de morts aussi, hein. Parce que le Hamas, le but du Hamas, c'est quand même de choquer. On parle quand même d'un État colonisateur. Évidemment que je ne soutiens pas le Hamas, mais je soutiens ce calcul-là de choquer l'opinion publique, parce qu'au final, ça fonctionne. Au final, ça fonctionne. Ce qui se passe est un scandale. Des terroristes comme le Hamas qui veulent montrer aux yeux du monde ce qui se passe dans leur territoire, même si c'est les pires crapules, pardon, parce qu'ils ont tué plus de 1200 Israéliens, il faut quand même choquer le monde, les mecs. Il faut quand même choquer le monde. Ils n'ont pas le choix aussi. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de le faire. Que la conséquence de tout cela, c'est le chaos. Alors, le chaos peut peut-être être confortable pour Benjamin Netanyahou parce qu'il a le sentiment d'avoir réglé, exactement, et éliminé l'ennemi. Mais comme nous les savons manifs, tous que du chaos naît des États faillis, des régions faillies, et que le terrorisme revient encore plus fort. Donc, Dominique de Villepin, qui peut prétendre aujourd'hui... Attention à ce que tu dis. Les gars, je souscris à tout ce que je viens de dire. Je souscris à tout ce que je viens de dire. Je le répète encore en 1080p. Je comprends la logique du Hamas de gonfler les chiffres. Je les comprends. Je comprends cette démarche. C'est tout. Rendez-vous que le risque terroriste a diminué depuis l'intervention militaire israélienne. C'est la seule question qui vaille. Est-ce que le risque terroriste a diminué? Et nous voyons bien qu'à partir de là, pour le gouvernement israélien, la tentation, c'est la surenchère. C'est donc comment on règle la question du Hezbollah, comment on règle la question des milices qui sont en Irak, en Syrie et les milices houthis. Et c'est la grande question de l'Iran, avec toute la vulnérabilité. Et on va y revenir dans un instant. Et on va y revenir. Qui peut peut-être justifier la tentation israélienne. Que répondez-vous à ces Israéliens? Ils sont nombreux, et vous le savez bien. Pas encore Kibaro, de toute façon, le terrorisme est là. Pendant les périodes où on tendait la main, où on tendait pas la main, tendre l'autre joue, pensent beaucoup d'entre eux, ça ne sert à rien. C'est la question fondamentale. Si le gouvernement israélien, et j'élargis, parce qu'une majorité de la population israélienne aujourd'hui... Israël est le peuple élu de Dieu, comment tu veux lutter? Ils font ce qu'ils veulent, Dofla. Israël est le peuple élu de Dieu. Attends, tu vas voir, toi. Si c'est le peuple élu, tu vas voir, toi. Ma bite, ça doit être ça. Ça doit être ça. Aujourd'hui, il n'est pas favorable à la création d'un État palestinien. S'il persiste dans cette position, effectivement, la logique jusqu'au boutiste apparaît comme la seule. Mais le monde entier sait, par expérience, que la solution politique est la seule qui permet de réduire le risque. Et c'est en ça que nous sommes aujourd'hui, non seulement dans une impasse humanitaire, mais nous sommes dans une impasse politique. Comment penses-tu que la guerre va finir, Dofla? Moi, je pense que... Mais moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois en stream. Je pense que Israël va gagner sur le court terme. Mais en fait, la idéologie du Hamas va être transmise de génération en génération. Israël, en tuant énormément de civils, et surtout beaucoup de mineurs, beaucoup d'enfants, veulent détruire, on va dire, cette logique de vengeance, couper court par la terreur, de vouloir récupérer les armes, de récupérer le flambeau du Hamas pour venger ses frères, pour venger les adultes, etc. J'ai l'impression que Israël, sur le court terme, va gagner. Mais comme l'a toujours dit Dominique de Villepin, détruire une idéologie, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. C'est très dur. C'est vraiment très, très dur. Permettez-moi juste de préciser pourquoi il y a une impasse politique. Le débat, le processus politique que les Américains veulent enclencher... Israël va malheureusement gagner, les mecs. Il faut quand même mesurer l'humiliation faite aux Américains. C'est rendu 7 fois dans cette région. Et Bill Burns aujourd'hui, toutes les autorités américaines... Voilà, ils le disent eux-mêmes, hein, la stratégie du jusqu'au boutisme. Ils vont aller jusqu'au bout, les mecs. Chaque centimètre carré de Rafah, de Gaza, vont être inspectés par les soldats israéliens. Hein. Le président Biden sont mobilisés pour ça. Qu'est-ce qu'ils veulent?
ils veulent nouer une relation spéciale entre Israël et l'Arabie Saoudite, une normalisation des relations, en apportant une garantie, un pacte de garantie à Israël, à l'Arabie Saoudite, qui justifierait qu'ils franchissent ce pas. Que veulent les pays arabes? Et de ce point de vue, ils sont unis. On ne les entend pas beaucoup, mais ils sont diplomatiquement unis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance d'un État palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Alors, allons, terminons. Mais de quelle manière Israël, mais que veut Israël? Et c'est là où il y a un agenda caché. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est que la réalité de la politique menée par Israël et de la volonté d'Israël, c'est en aucun cas d'engager un processus de paix. Et une grande partie... Il n'est pas tellement caché. M. Netanyahou, là-dessus, est tout à fait franc. Il ne croit pas une grande État, partie des combats qui sont engagés là sont faits pour masquer le... Merci pour le sub, mon gars. Entre Gaza et la Cisjordanie, qui est un gruyère, vraiment, l'État palestinien, c'est une vaste blague. Ouais, c'est quoi ce message de con, là? Comment ça, l'État palestinien est une vaste blague? Les mecs, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez le sang chaud, hein. J'ai l'impression que tous les lundis, vous avez un peu le sang chaud pour moi, là. Hein. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Le fait qu'Israël ne veut en aucun cas, en tout cas, Benjamin Netanyahou, en aucun cas, mais merci en tout cas, d'une négociation. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent poursuivre dans la voie de la colonisation et poursuivre dans la voie de l'annexion rampante de Cisjordanie. Négocier avec qui? Dominique Villepin, c'est un point important. Négocier avec qui? Mais justement, avec qui? Les Américains. Oui, non, mais avec qui Israël devrait-il négocier? Mais pour le moment, Israël n'a pas fait grand-chose pour favoriser l'émergence d'un interlocuteur. Aujourd'hui, bien ou mal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reproches à lui faire, il y a l'autorité palestinienne. Qu'est-ce que proposent aujourd'hui les Arabes, de ce point de vue-là, les pays arabes? Ils proposent justement, concernant le jour d'après, parce que c'est un élément essentiel de la négociation, et c'est là où Israël est embourbé pour longtemps dans cette affaire, parce que c'est une chose que de vouloir détruire le Hamas. C'est autre chose derrière de gérer le territoire. Dominique la question, permettez-moi de terminer ça, sur ce point. La question du jour d'après, c'est que les pays arabes proposent qu'il y ait une force internationale de paix de l'ONU qui soit installée sur place et qui puisse gérer en liaison avec l'autorité palestinienne la situation. Les Américains, eux, voudraient que ce soit une force arabe, et les Américains voudraient que ce soit une force arabe et américaine. On voit bien que personne n'est sur la même longueur d'onde et que nous sommes partis pour un drame qui dure. Je voudrais vous poser une autre question, que nous nous posions une autre question, puisque vous me demandez de me mettre à la place des Israéliens. Mettons-nous maintenant à la place de l'opinion publique mondiale. Que va-t-il se passer le jour, je l'espère le plus proche possible, où les portes de Gaza vont s'ouvrir? Le jour où cette prison à ciel ouvert, bombardée depuis 7 mois, va révéler ses secrets. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que tout cela sera supportable? Le prix... Il croit que c'est One Piece ou quoi? C'est un ouf, lui. Comment ça, l'ouverture, il y aura des secrets qui vont émerger? Eh, c'est un niqué, mais... c'est un ouf, c'est un ouf. Que paye aujourd'hui Israël à son On est dans One Piece, isolement. là. On le voit, vous l'avez dit, à l'Eurovision, la jeune Eden Golan qui se fait huer, et tout ceci est fort regrettable. On va le voir pour les Jeux Olympiques. On n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là. On l'a vu à l'ONU, avec le vote d'une résolution, enfin, pas le vote d'une résolution, la décision de l'Assemblée Générale, 143 pays sur 193. Mais Dominique de Villepin, vous savez bien, et là, entrez dans l'autre logique aussi, ce que vous répondront beaucoup d'Israël. L'ouverture des frontières, comme à Wano Kudi, les mecs. On est vraiment dans Wano Kudi, là. L'ouverture des frontières à Gaza, ça va révéler des choses. Eh, vraiment, c'est une rêve de One Piece, là. On est littéralement dans ça, les gars. Bien à savoir que ça ne leur sert à rien d'être aimé. Ça ne leur sert à rien d'être populaire. Leur histoire montre, on a entendu encore Benjamin Netanyahou, Yad Vashem, on prend ou non la continuité historique, disant, dans notre histoire, être aimé, être gentil, entre guillemets, ne nous a jamais rien amené. Ce n'est, je finis ma question, ça n'est que la force, et la force, même à outrance, même violente, même excessive. Et bien sûr qu'elle a beaucoup d'aspects excessifs à Gaza, qui finalement nous sauvegardent. C'est l'illusion la plus grande qui s'est dissipée depuis maintenant 25 ans. Israël, est-ce que la puissance israélienne est plus grande que la puissance américaine? Est-ce qu'elle est plus grande? Ils sont implantés. Toujours plus modernes, implantés, le temps passe. Vous savez même, même beaucoup d'entre eux parient simplement sur le temps, c'est-à-dire les réfugiés palestiniens, beaucoup vieillissent, beaucoup sont morts. On peut y revenir après, c'est un élément clé du dossier. Les Américains ont perdu en Afghanistan. Qu'est-ce que c'est que l'Afghanistan? Qu'est-ce que sont les combattants afghans? Ils ont perdu en Irak.
Il faut savoir que la force ne peut pas tout quand elle n'est pas appuyée sur une stratégie politique. Monsieur Rochebain, je l'ai dit depuis 2013. Qu'est-ce qui est arrivé à la France, au Mali et au Sahel? Nous avons perdu. Alors on dit aujourd'hui, on a perdu militairement, comme on disait jadis, on a perdu politiquement et pas militairement, comme on disait jadis, qu'en Algérie, on avait aussi gagné militairement, mais perdu politiquement. Tout ceci, c'est des raisonnements et c'est des arguties. Israël est en grand danger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir raison seul contre le monde entier. Regardez la position. Aujourd'hui, Biden, il mène une stratégie ou une tactique dilatoire. Il dit, nous allons suspendre les armes. Il espère bien qu'il n'aura pas à le faire durablement. Mais regardez les conséquences. Aujourd'hui, d'autres États, les États européens, se posent la question d'interdire et de créer un embargo sur les armes. Ils se posent la... C'est ouf quand même, hein, parce que Biden, il est le premier à vouloir suspendre les armes, et il y a ces petits suceurs d'Européens qui disent « Mais pourquoi on ferait pas la même chose? Pourquoi on ferait pas pareil? Si Biden décide de suspendre les armes, nous aussi on peut le faire. Pourquoi ils le font pas en premier? Pourquoi c'est pas l'Europe qui donne le ton, qui donne le là, genre? C'est une dinguerie quand même. » La question aujourd'hui, qui est une vraie question, de reconnaître de facto, directement, de juré, de reconnaître l'entité palestinienne. Vous êtes favorable que la France le fasse là maintenant? Ouais. L'Espagne, l'Irlande, plusieurs pays européens vont le faire le 21 mai. Ah, le 21 mai, oh, c'est acté. Mais putain, les mecs, il manque que la France. Mais nous, Français, qu'est-ce qu'on attend? Macron, qu'est-ce que t'attends, Macron? Même les Espagnols sont meilleurs que nous, même les Belges sont meilleurs que nous, même l'Irlande. Et nous, les gars, pourquoi nous, on est complices de ça, putain? Nous avons voté en faveur de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de la création d'un État palestinien. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut inverser la logique qui était celle d'Oslo, et ça suppose donc de reconnaître cet État palestinien. Et à partir de là... Et pourtant, Dominique de Villepin, il y a un calcul à beaucoup plus court terme. Je parlais tout à l'heure du long terme, mais à plus court terme, Trump. Vous savez très bien que les Israéliens se disent, si Trump arrive, là, dans quelques mois, il l'a montré qu'il pouvait le faire, par-dessus la tête des Palestiniens, traiter avec les Arabes. Ils sont souvent très hypocrites sur la question, ça vous en convenez, j'imagine, traiter avec les Arabes et faire une paix avec eux, oui, même au détriment des Palestiniens. Je ne partage pas ce cynisme dans la durée. Pourquoi? Les États ont la capacité, effectivement, d'être cyniques et d'être hypocrites. Mais les peuples sont là pour leur rappeler qu'il est bon d'avoir de la mémoire. Je pense qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, je pense qu'un pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, ont compris aujourd'hui qu'il serait extrêmement dangereux de continuer ce double jeu. Et je n'imagine pas l'Arabie Saoudite capable de, par-dessus son peuple, de signer un accord... Le retour des accords d'Abraham, c'est impossible. Je pense que c'est en tout cas extraordinairement... Ce serait un immense danger pour la stabilité de ces régimes qui déjà sont d'une stabilité relative. Vous avez mentionné l'Iran. Évidemment, c'est la question d'après. Oui ou non, Israël est-il condamné, toujours dans la logique dont je vous parlais, à frapper l'Iran, à frapper des sites nucléaires iraniens avant que les Iraniens n'aient la bombe? La tentation, elle est très forte. Même si, et il y a débat de ce point de vue-là, un débat intéressant, la capacité de l'Iran à envoyer 300 missiles et drones sans faire de dégâts, est-ce que c'était souhaité, ce que pensent beaucoup, ou est-ce qu'au contraire c'est le résultat de moyens approximatifs? Il peut y avoir débat. Néanmoins, envoyer 300 ou 350 drones... C'est vrai qu'on a oublié cet événement maintenant, l'Iran qui avait décidé d'attaquer Israël. Il y avait cet événement aussi, on avait suivi ça en stream, les mecs, hein. Et missiles, c'est une puissance qu'il faut prendre au sérieux. L'Iran est en grande fragilité, c'est un pays divisé, c'est un pays qui aujourd'hui se refait sur un certain patriotisme en soutien des Palestiniens. Et on voit au sein de la classe dirigeante, au sein des gardiens de la Révolution, des passes d'Aran, qu'il y a ceux qui sont pragmatiques et ceux qui au contraire restent sur la ligne idéologique et en particulier sur pragmatique relatif. Voilà. Ils ont tendance à prendre de manière très pragmatique, mais ils pendent beaucoup, hein. Oui, mais une fois de plus, c'est un pays fragile. Donc la tentation peut exister pour Israël de frapper à ce moment-là. Est-ce qu'ils peuvent le faire sans les États-Unis? J'ai quelques doutes. Est-ce qu'ils doivent le faire quand un pays vous menace de destruction, de façon expresse? Ce n'est pas une supposition, ils le disent, et qu'ils sont à deux doigts d'avoir la bombe, que faire? La prudence de l'Iran jusqu'à maintenant, sa, entre guillemets, modération, dans les dernières années, montre que l'Iran fait tout pour passer à travers les gouttes. Le schéma aujourd'hui, compte tenu de la proximité de l'Iran à la bombe, un état quasi du seuil,
fait que, même en détruisant un certain nombre de centres, à supposer que les armes soient effectives et qu'elles permettent de pénétrer avec des bombes extrêmement lourdes les bunkers. Dominique de Villepin, vous êtes très indulgent. Pardon, je me permets de vous interrompre. Capacité... Vous avez été vous-même Premier ministre. Si la France avait été menacée par un État à deux doigts d'avoir la bombe, est-ce que de la même façon, vous, Premier ministre, vous auriez dit « Oh, ils sont plutôt modérés ces derniers temps. Attendons, on verra ». Non, ce que je dis, c'est que la diplomatie iranienne a fait preuve d'habileté, de patience stratégique, c'est le terme employé, pour résumer ce que je veux vous dire. Je dis simplement qu'elle a évité de se mettre dans la situation de s'attirer des représailles, notamment du côté américain. Mais quoi, cet Israélien de journaliste? Attendez les gars, parce que c'est important ce qu'il dit, c'est intéressant aussi ce qu'il dit. Parce que ton voisin qui est aussi ton ennemi, va acquérir la bombe nucléaire. Évidemment que les intérêts israéliens vont devoir ressurgir en mode qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va se défendre, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attaque de manière préventive, etc. La question elle est intéressante de la part du journaliste. Pour une fois qu'on n'a pas un journaliste de merde, les gars, attention, attendez un petit peu les mecs, attendez le développement de la réponse de Villepin. Mais c'est intéressant, ton voisin qui va acquérir la bombe nucléaire, c'est comme si la Corée du Nord qui est à côté des États-Unis va acquérir la bombe nucléaire. T'es inquiet, tu te dis mais putain ça va être le bordel. Et on voit bien que les Américains sont sur le reculoir. Ils l'ont dit clairement aux Israéliens. Ils ne sont pas prêts à les accompagner dans cette aventure. C'est une région qui est déjà suffisamment fragile pour qu'on n'en rajoute pas dans cette période. Donc, voilà, c'est l'état du rapport de force. Sachant que la grande question, c'est est-ce que nous avons la capacité de revenir dans une négociation diplomatique. Je rappelle que cette négociation politique et diplomatique que j'ai initiée avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne a été interrompue par Donald Trump. Donc il faut garder la mémoire de ce qui s'est passé et bien évidemment aujourd'hui être capable de l'évaluer. Monsieur le Premier ministre, vous avez marqué l'histoire. Vous êtes la voix française qui s'est opposée à l'agression de l'Irak par les États-Unis. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui encore, les États-Unis, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge, sont la puissance qui peut changer les choses. On va parler dans un instant de l'Ukraine et de la Russie. Est-ce qu'au Proche-Orient, in fine, ce sont eux le recours, le gendarme qui peut aider, y compris les Palestiniens? On le voit bien aujourd'hui. Ils ont la capacité aujourd'hui de peser sur Israël. Et ils sont les seuls, franchement. Oui, c'est les seuls qui aujourd'hui peuvent être entendus dans la durée par Israël. Benjamin Netanyahou peut donner des coups de menton dans le court terme. Si les Américains décidaient du jour au lendemain d'arrêter toute aide militaire à Israël dans la durée, Israël aurait beaucoup de mal à tenir le choc. Alors ils peuvent peut-être mener aujourd'hui une attaque à Rafah seuls. Dans la durée, je crois que c'est beaucoup plus difficile, sans compter que nous rentrerions alors dans une escalade régionale qui aurait un coût immense. Dans les bouleversements que nous vivons, on assiste à des choses étonnantes. Vous avez dit sur ce plateau, et on va y revenir puisque des choses sont passées depuis lors, qu'il y avait un danger, un grand danger d'envoyer des troupes de pays de l'OTAN sur le sol en Ukraine, que ça pouvait être un engrenage vers la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis